Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. Nous voulons savoir, parlons vrai ce matin avec Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense, ancien ministre des Affaires étrangères, représentant personnel du président de la République au Liban. Jean-Yves Le Drian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jean-Yves Le Drian. Nous avons appris, c'est LCI qui a révélé l'information, que Sébastien Lecornu s'est entretenu jeudi dernier avec le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, pendant 1 heure. Sujet: l'attentat de Moscou, la lutte antiterroriste. Les Russes affirment que le ministre français leur a parlé de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Nous disons non. Ça vous a surpris cette discussion ? Non, la démarche ne m'a pas surprise. Oui. Qui a été l'origine de la démarche, d'ailleurs ? Je ne sais pas, mais j'imagine que c'est Sébastien Lecornu qui a souhaité faire savoir aux Russes que nous étions solidaires des conséquences dramatiques qu'ont eu sur la population russe les attentats et l'attentat majeur qui s'est abattu sur la Russie les jours derniers. La solidarité. Oui. Parce que le mal absolu, c'est le terrorisme. Et puis le rappel que dans le passé, la France et la Russie avaient travaillé ensemble contre le terrorisme. Et donc, il y a une solidarité réelle qui pouvait se manifester en disant « nous sommes prêts à vous aider ». Ça veut dire que le dialogue existe toujours. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand le mal absolu est là, le terrorisme qui menace tout le monde, il faut essayer de se serrer les coudes. C'est ce que d'ailleurs nous avions fait. Nous avons été victimes du terrorisme, et donc nous savons ce dont nous parlons. Oui, donc je pense qu'il a transmis ce message-là de solidarité et de disponibilité aux autorités russes, et solidarité à l'égard du peuple russe. Est-ce qu'il y a eu un dialogue sur l'Ukraine ? Alors moi, je n'étais pas à l'entretien. Vous n'étiez pas à l'entretien, mais oui, mais... ce qui me frappe le plus, c'est que la réaction russe a été une suspicion de collaboration potentielle des services secrets français à l'action des terroristes contre le peuple russe. Cela, c'est de la manipulation extrême. On est dans la manipulation absolue et malheureusement, l'instrumentalisation du terrorisme à des fins de propagande, puisque c'est le cas avec cette action dramatique, est tout à fait intolérable et délétère. Est-ce que la Russie menace la sécurité de la France ? Oui, indirectement, oui. Je pense que l'agression russe contre l'Ukraine, au-delà de l'agression contre un pays indépendant dont la Russie avait reconnu les frontières antérieurement, c'est aussi une menace sur la sécurité européenne. Nous sommes traversons une période extrêmement grave où les grands principes de sécurité qui avaient été acquis progressivement depuis la fin de la dernière guerre sont battus en brèche, n'existent plus, sont liquéfiés. Tous les engagements qui avaient été pris antérieurement font l'objet de remises en cause. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus vraiment en sécurité. Et ce qui se passe en Ukraine, c'est le combat pour notre propre sécurité et pour notre propre liberté. C'est la raison pour laquelle il faut soutenir l'Ukraine à fond. L'usage de la force est désinhibé, c'est ce que dit le général Pierre Schill, qui est chef d'état-major de l'armée de terre français, et qui dit que le désordre international, qu'il y a un basculement stratégique aujourd'hui, et qui est en train de remettre en cause l'ordre international. Il n'y a plus de règles. Oui, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de régulation. C'est vrai dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais c'est vrai partout dans le monde. Il n'y a plus Aujourd'hui, le recours à la violence, c'est le principe de base. Presque naturel, quoi. C'est le principe de base avec l'émergence des empires. Comme si on revenait au 19e siècle avec l'affirmation de l'Empire russe qui veut retrouver des frontières au plus large, de l'émergence de l'Empire iranien, l'émergence de l'Empire... On revient sur les empires parce que les règles que la communauté internationale, qu'on appelait encore à ce moment-là la communauté internationale, qui avait été fixée à la fin de la guerre 39-45 pour qu'on ne renouvelle plus jamais les drames qu'on a vécu à ce moment-là, ces règles-là sont battues en brèche par la volonté de certains impérialistes de revenir sur les frontières et de revenir sur l'ordre établi. Donc nous sommes en situation de grande gravité. Alors peu à peu, pour parler de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, peu à peu la Russie grignote le territoire ukrainien. Pas de grandes victoires, mais des avancées. Vous êtes inquiet pour l'Ukraine ? Je pense qu'il faut mesurer tout cela. Parce que la percée d'Avdiivka, dont on a beaucoup parlé les temps derniers, qui comme par hasard se situait juste avant les élections présidentielles russes,
et qui a fait l'objet d'une certaine victoire russe, d'un grignotage significatif, a été battu en brèche la semaine dernière par une riposte ukrainienne. Donc ce n'est pas si simple. Oui. Il y a eu à un moment donné un échec de la contre-offensive ukrainienne. Il y a eu une inquiétude sur la capacité à assurer un soutien logistique de la part des Européens, des Occidentaux à l'Ukraine. Et il y a eu ces interrogations, d'où la prise de position du président Macron en disant attention, il faut un sursaut parce que c'est notre sécurité qui est en jeu et on risque de voir la Russie pénétrer davantage encore en Ukraine et de remettre en cause l'intégrité de ce territoire. Ce n'est plus le cas. Non, mais je vous dis ça parce que j'ai remarqué l'intervention du secrétaire général de l'OTAN, qui dit qui lance un avertissement, qui dit qu'il faut absolument aider l'Ukraine. Oui. C'est ce qu'il a dit. L'OTAN qui discute de la création d'un fonds de 100 milliards d'euros sur 5 ans pour aider l'Ukraine. Oui. Il y a un besoin urgent. C'est pour ça que je vous posais la question. Il y a un besoin urgent d'armement, de capacité, et il y a un besoin urgent. Si on profite à la Russie. Il y a un besoin d'autant plus urgent que l'aide américaine qui avait été prévue par l'administration Biden n'arrive pas par un blocage au Congrès, et que l'Ukraine a une capacité de résistance considérable qu'il faut saluer, mais elle a besoin d'être aidée, elle a besoin de munitions, elle a besoin de capacité. C'est ce que nous continuons à faire. Ça fait des semaines et des mois que j'entends ça. Mais ça fait des semaines et des mois qu'on accélère aussi les livraisons de part et d'autre, et qu'on met en place les capacités de production nécessaires par nos industries d'armement. Et la raison pour laquelle le président Macron a appelé au sursaut, c'est pour mobiliser l'ensemble des acteurs pour fournir à l'Ukraine les aides nécessaires pour qu'il puisse poursuivre le combat. Oui, à propos de l'OTAN, si Donald Trump est élu président des États-Unis en novembre, est-ce que vous pensez que les États-Unis quitteront l'OTAN? C'est un doute, c'est une question. Aujourd'hui, c'est une crainte. C'est un doute, une question, une crainte. Et une crainte. Aujourd'hui, les 75 ans de l'OTAN, il y a une réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense en ce moment à Bruxelles. L'OTAN a été créée pour assurer de manière défensive notre propre sécurité collective. Je remarque d'ailleurs, et il serait souhaitable de le répéter, que la seule fois où l'article 5 de solidarité, d'engagement commun a été mobilisé, c'était après les Twin Towers, en faveur des États-Unis, ce qui a entraîné d'ailleurs l'intervention en Afghanistan. Nous avons été au rendez-vous de l'insécurité des États-Unis sur leur propre sol. Et donc l'OTAN est toujours aujourd'hui notre garantie. Mais il y a un doute. Il y a un doute parce que les déclarations du président Trump, du candidat maintenant Trump, sèment la perturbation quand il dit nous aiderons uniquement les pays qui payent. La manière de répondre à ce doute, c'est d'assurer le renforcement du pôle défense de l'Europe, que l'Europe assure sa propre sécurité par les moyens capacitaires, par l'investissement financier et par l'interopérabilité de ses forces à l'intérieur de l'Alliance, mais en étant en situation de pouvoir parler fort au moment où il le faudra. Je crois que c'est la grande leçon que l'on tire d'aujourd'hui, parce qu'il ne faudrait pas que notre sécurité dépende du vote de l'électeur américain de Caroline du Nord. C'est pas pensable d'envisager les choses comme ça. Ce serait une victoire de la Russie? Indirectement, oui. Indirectement. Donc, ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, les interrogations que nous avons sur l'évolution américaine, nécessitent de notre part le renforcement de l'Europe de la défense. Alors, de notre part, il faut renforcer notre industrie de l'armement. Aujourd'hui, nous en parlions. Je vais être transparent parce que j'aime bien, nous en parlions avant l'interview. Aujourd'hui, nous sommes les champions du monde de fabrication de munitions pour la chasse. C'est vrai ça? C'est vrai, oui. Hein, pour la chasse? Oui. Bon, bien sûr. Mais en revanche, pour nos armes de petit calibre, nous les achetons à l'étranger. Parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas pensé que c'était un élément essentiel de notre propre sécurité, de notre propre souveraineté. Il faut remédier à cela. Je sais que le ministre Le Cornu y travaille, mais c'est assez urgent, effectivement. Nous avons eu pendant une certaine période une atmosphère en Europe qui consistait à dire nous sommes dans une phase de sécurité et donc on peut très bien faire dépendre notre sécurité d'approvisionnement extérieur, sauf évidemment l'essentiel, c'est-à-dire la dissuasion. Bref, ce temps-là est passé. C'est-à-dire que les munitions dans les armes de nos soldats viennent de l'étranger. Les petites munitions, les petits calibres. Munitions. Oui. Ça, c'est quand même invraisemblable. Oui, mais c'est comme ça. Bon, c'est comme ça, oui. Il faut mais on peut y remédier. Alors, un mot sur l'Ukraine et l'OTAN. Est-ce que l'Ukraine doit intégrer l'OTAN, selon vous? Oui, à terme,
très vraisemblablement, c'est ce que vont dire les ministres des Affaires étrangères et de la Défense aujourd'hui. La France, donc, mais répète que l'Ukraine doit intégrer l'OTAN. Il faut que l'Ukraine progressivement intègre l'OTAN, à condition qu'elle respecte les règles d'engagement de l'OTAN. Donc c'est un processus qui mettra du temps, et c'est pas le processus d'aujourd'hui. Non. Le processus d'aujourd'hui, c'est d'aider l'Ukraine à se défendre. Et malheureusement, je considère que la situation militaire au sens strict du terme risque de perdurer longtemps. Nous sommes partis pour une guerre d'usure. J'ai souvenir, Jean-Jacques Bourdin, quand j'ai quitté mes fonctions de ministre des Affaires étrangères, d'un de vos collègues qui m'interrogeait, c'était en mai 2022, l'agression russe venait de commencer, mais tout le monde pensait que ça n'allait pas durer longtemps. Oui, tout le monde le disait sur tous les plateaux. Et là, on me demande combien de temps ça va durer, un de vos collègues. Et je lui dis des années. Et malheureusement, je pense que c'est des années. Ça va durer des années. Oui. Des années, ça peut durer 10 ans. Des années, ça peut durer très longtemps. Ouais. 10 ans. Donc c'est une guerre. Si on veut éviter une guerre de 10 ans. on veut éviter que ça perdure, et si on veut permettre aux Ukrainiens de retrouver leur intégrité territoriale, et si on veut aussi éviter qu'il y ait une suite d'événements avec la stratégie des dominos que les Russes pourraient mettre en œuvre en direction de la Moldavie ou en direction des pays baltes. Vous savez, il y a entre la zone de Kaliningrad, qui est une zone russe, à proximité des pays, une enclave russe, et la Biélorussie, un tout petit corridor qu'on appelle le corridor de Slovaquie. Ce corridor-là, si les Russes le pénétraient, ça isolerait complètement les pays baltes, et à ce moment-là, ils devraient une proie facile. Donc il faut éviter cela, d'où la nécessité d'être ferme, d'être clair, et d'aider de manière considérable l'Ukraine. Bien, transportons-nous au Proche-Orient, Jean-Yves Le Drian. Je voudrais commencer avec la mort de cet humanitaire tué par l'armée israélienne à Gaza. Le pape a exprimé sa profonde tristesse. Les États-Unis demandent une enquête rapide et impartiale. Israël s'est excusé. Est-ce que c'est un tournant dans ce conflit ? Il y a deux éléments qui sont concomitants. Il y a cette affaire dramatique. Oui. Je veux bien penser que c'était pas ciblé. Mais malheureusement, voulez bien penser. Je veux bien penser, puisque Israël le dit. Je veux bien penser. Oui, j'ai compris. Et il y a en même temps cette attaque ciblée, cette fois, sur le consulat d'Iran en Syrie. 16 morts, dont 8 Iraniens. Nous sommes dans une espèce de logique de la tension, de stratégie de la tension. De la part d'Israël. Parce qu'Israël n'a pas revendiqué officiellement la frappe sur le consulat iranien à Damas, mais manifestement c'était ciblé. Donc manifestement l'origine ne fait pas de doute. Et cette stratégie de la tension, à mon avis, est dramatique pour la suite. Parce que l'hyperviolence indiscriminée qui est engagée en représailles d'un acte terroriste insupportable qui était celui du Hamas, il n'empêche que cette hyperviolence indiscriminée aboutit à une espèce de guerre sans fin, dans la mesure où on n'a pas identifié, on ne sait pas à partir de quel moment Israël dira « nous avons éradiqué Hamas ». Parce que éradiquer Hamas, ça veut dire quoi aujourd'hui ? On ne sait pas. Que comprenez-vous de la stratégie du gouvernement israélien ? Je ne sais pas. Justement, quels sont les objectifs ? Je ne sais pas. Et ils ne l'ont pas dit. Quels sont les objectifs ? En termes militaires, si j'étais ministre de la Défense, on dirait quel est l'état final recherché. On ne le sait pas. Et donc on est dans une espèce de guerre sans fin qui va aboutir à isoler complètement Israël, mais qui aboutit aussi à une espèce de renforcement du ressentiment anti-occidental au niveau de la planète. Ce n'est pas l'intérêt d'Israël, ce n'est pas la sécurité d'Israël que d'agir ainsi. Alors que demandez-vous au gouvernement israélien ? Il faut établir aujourd'hui les conditions du cessez-le-feu. Avec les otages libérés, les conditions du cessez-le-feu, l'accès humanitaire libre, et ensuite, parallèlement, le début d'une discussion politique qui permettra de toute façon, progressivement, à ce qu'il y ait deux États reconnus en sécurité l'un et l'autre. C'est l'objectif de tout le monde, sauf de M. Netanyahou. Pourquoi est-ce que la France ne reconnaît pas, d'ores et déjà, un État palestinien ? L'Espagne y réfléchit. À titre personnel, je pense qu'il faudrait le faire. Il faut reconnaître... À titre personnel, Oui, à titre personnel. Oui. Il faut reconnaître aujourd'hui... Je pense qu'il faut poser des actes de ce type pour avancer en Israël. Alors j'observe, comme vous, qu'il y a aujourd'hui quelques perturbations en Israël, puisque Betty Gantz a demandé qu'il y ait des élections anticipées. Peut-être qu'on est là à un tournant,
avec ces 3 actions, à la fois ce drame des 7 humanitaires américains, à la fois cette intervention d'Israël en Syrie, et à la fois cette annonce d'un responsable important de la vie politique israélienne demandant des élections anticipées. Bref, mais on ne peut pas continuer comme cela. Et le grand gagnant de tout cela, aujourd'hui, c'est l'Iran. Parce que l'Iran a d'abord empêché par l'action du Hamas à ce que l'Arabie Saoudite reconnaisse Israël, normalise ses relations avec ce pays. Ça n'a pas marché. Ensuite, l'Iran a permis de mettre la question palestinienne au centre du débat. Ensuite, l'Iran a pu démontrer que finalement Israël n'était pas invincible, qu'il y avait des fragilités. Et ensuite, ils n'interviennent pas directement, puisqu'ils utilisent les proxys divers et variés en mer Rouge. Heureusement pas, pour l'instant, le Hezbollah, j'espère que ça durera, mais on voit bien aussi des forces pro-iraniennes en Irak qui interviennent. Et tout cela risque d'aboutir à une escalade, ce qui est aujourd'hui, et une extension du conflit, ce qui est aujourd'hui le cas. Donc il faut être extrêmement prudent, la situation est grave. Donc il faut appeler à la création d'un État palestinien. Non, il faut d'abord appeler au cessez-le-feu. Oui, d'abord il faut appeler cessez-le-fle. La France devrait reconnaître, donc vous le dites. Ça, c'est mon avis personnel. Votre avis personnel. Mais le Premier ministre espagnol le dit. Je sais, et les autorités américaines disent publiquement qu'il faut aller vers 2 États. Oui, 2 États. Mais d'ores et déjà aujourd'hui, à titre personnel, vous dites il faut un État palestinien. Je pense qu'il faudrait le reconnaître, à titre personnel. Il faut le reconnaître, à titre personnel. Mais la France livre des armes à Israël. Oh, très peu. C'est très marginal. Est-ce qu'il faut cesser ? C'est vraiment marginal. À ma connaissance, je ne suis pas au courant de tout, mais à ma connaissance, c'est extrêmement marginal. Oui. Ouais. Il faut suspendre toute importation. Mais c'est vraiment exportation, c'est minuscule. Toute exportation. Bien, une résolution d'ailleurs au Conseil des Nations Unies, enfin pas au Conseil, mais au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, une résolution est en cours demandant un embargo sur les armes pour Israël. Oui, et il y a une initiative française pour renforcer la procédure que je viens de vous indiquer, qui consiste à dire cessez le feu, ouverture humanitaire, libération des otages et engagement d'un processus politique. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui y sont prêts, et il faut maintenant que les Israéliens sortent de leur isolement, parce qu'ils vont se mettre au banc de l'ensemble de la communauté internationale, ce qui n'est pas le but de rechercher. Est-ce qu'il y a un risque de génocide à Gaza ? Le mot génocide, il faut l'utiliser avec beaucoup de précaution. Oui. Donc je n'utilise pas là. Bien. Jean-Yves Le Drian, je voudrais que nous partions pour le Sénégal maintenant. Vous avez été ministre des Affaires étrangères, évidemment vous connaissez bien l'Afrique, et l'influence russe qui s'étend en Afrique. Est-ce que vous craignez, avec un nouveau pouvoir au Sénégal, est-ce que vous craignez justement que l'influence russe s'étende et vienne s'exercer au Sénégal ? La situation au Sénégal, c'est d'abord la victoire de la démocratie. Quand on regarde la situation du Sénégal par rapport aux pays voisins, tous les pays voisins ont fait l'objet de coups d'État. Au Sénégal, la démocratie a fonctionné. C'est une belle référence. D'abord, il y a eu un président qui, même s'il y a eu à un moment donné quelques atermoiements, a décidé de ne pas se représenter parce qu'il avait fait 2 mandats. C'est un exemple. Ensuite, parce que le vote s'est déroulé dans de très bonnes conditions, il y a une alternance démocratique. Et le Sénégal, de ce côté-là, est un modèle dont certains pourraient s'inspirer. J'observe par ailleurs que le nouveau président Diomaye Faye a déclaré dans son discours d'inauguration, qui était il y a deux jours, qu'il voulait renforcer la démocratie, renforcer les valeurs républicaines, assurer la stabilité du pays. Bref, il n'y a pas eu, en plus pendant la campagne, une politique d'agression contre la France. Donc, je dis que c'est une belle référence. Le Premier ministre ne criminalise pas l'homosexualité. On va voir. On va voir, parce que c'était sa volonté. On va voir. Mais en tout cas, prenons ça comme leçon. Ensuite, il y a les pays du Sahel, que ce soit le Mali, le Niger ou le Burkina Faso, qui ont fait l'objet de coups d'État, soutenus directement ou indirectement par l'intervention russe, qu'elle soit militaire ou qu'elle soit par des usines à troll qui se répandaient sur le territoire. C'est leur choix. Mais je ne limite pas, pour ma part, la présence française en Afrique à ces 3 coups d'État. Il y a 54 pays africains. On parle de 3 pays. Dans les 51 autres, pas tous de la même manière, la présence de la France est réelle, différente sans doute. Et il y a, je le crois, un problème
que j'ai pu vivre moi-même concernant le soutien militaire que l'on peut apporter, que peut apporter une puissance coloniale à un pays anciennement colonisé qui le demande. Parce que lorsque nous sommes allés au Mali, c'était à la demande des autorités maliennes. Et lorsque nous sommes partis, c'est aussi à la demande des autorités maliennes. Mais progressivement, lorsqu'une force intervient comme cela, au départ, c'est une force de libération, ce que nous avons été. Je me souviens de ce déplacement avec le président Hollande à Bamako, où nous étions accueillis comme des libérateurs. Au début, nous sommes des libérateurs. Oui. Progressivement, nous passons à une armée de confort pour les militaires du pays concerné. Puis progressivement, une armée de substitution. Puis à la fin, on est considéré comme une armée d'occupation. Donc ça, c'est pas un bon modèle. Et le président Macron a initié une démarche qu'il a confiée à Jean-Marie Bockel de faire en sorte qu'il y ait une co-création d'un nouveau mode de fonctionnement de la sécurité des pays africains pour qu'il y ait un partenariat entre les pays africains qui le souhaitent et les Français pour assurer leur propre sécurité. Jean-Yves Le Drian, j'ai 2 dernières questions. La première, faut-il rétablir le service militaire en France ? Le débat est rouvert. Je ne suis pas certain que ce soit la réponse à la situation. Par contre, l'esprit civique et que la cohésion de la nation puisse être un impératif majeur, c'est tout à fait essentiel. Et puis, deuxième question, vous êtes un homme de gauche, libre, aujourd'hui. Faut-il diminuer la durée d'indemnisation des chômeurs ? Je suis très réservé, pour ma part, sur les nouvelles annonces qui ont été faites, parce que je ne suis pas sûr que ce soit le centre du problème. Merci beaucoup, Jean-Yves Le Drian, d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Merci, c'était très intéressant. Vous réagissez, 0826 300 300, vous n'hésitez pas. À tout de suite, juste après les informations.